Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Vincent n'est pas là. Pierre est là. Vous préférez Pierre de toute façon, puis lui, il a des cheveux en plus. Fait que c'est pas mal plus le fun. Mais juste avant, on va parler d'Antoine Bernier. Le piège. Pas le piège. Ouais, le piège du confort, c'est le tome 1, mais l'épreuve du réel, c'est le tome 2. Il y a les deux. Quand même intéressant. Vive la technologie, vive Amazon, qui permet à des auteurs québécois non subventionnés d'écrire des romans super intéressants avec des personnages que vous connaissez, dont Peter Rock à l'intérieur. C'est l'intro. Et oui, vous avez reconnu Pierre Desrochers, donc un professeur à l'intérieur du livre qui s'appelle Peter Rock, quand même assez intéressant. Donc, Antoine a basé beaucoup de ce voyage historique romanesque sur le trio économique. Il y a plein d'histoires de fun là-dedans. Vous allez faire des liens. On vous encourage à vous procurer le livre sur Amazon, 20 un jeune auteur québécois libertarien connu seulement dans le trio économique. Hey, ça, c'est dangereux, des libertariens. Ça met en péril le statu quo. Pierre, ça fait quand même un bout qu'on ne s'est pas parlé. Aujourd'hui, moi, je vois abattage dans la description Oui. c'est un mot qui m'inspire quand même confiance. Donc, je sais pas On si. va parler d'un podcast subventionné, vous allez voir. Ah, OK, bon, OK, parfait. Fait que je vais mettre à l'écran parce qu'évidemment, qui dit Pierre dit slide. Désolé. Donc, je 200 slides? non, il y en a juste Il y 80. en a juste 80, tu vois, j'ai fait un 80? effort. Oui, mais tu vois, j'ai essayé d'être subtil parce que je voulais d'abord faire un petit amuse-gueule parce qu'il y a ben, je ne sais pas quand ça va jouer, là, mais il y a quelques épisodes, Vincent, vous parlez d'un livre que deux de ses connaissances, et, enfin, un collaborateur ont publié, là, l'utilisation du mot néolibéralisme. Oui. Et dans le fond, c'est comme un petit livre d'anthropologie intellectuelle où les gens ne vont pas sur le terrain, là, fait que les 2 auteurs, se contentent de lire la chose, alors que moi, je la vis depuis 20 ans. Alors, ce que vous avez ici, là, c'est, la grande conférence des géographes en 2016 avec la session, Fuck Neoliberalism. Oh, est-ce que je viens de faire bannir votre, Non, t'es correct, t'es Non, correct. t'es correct. YouTube s'est déconstipé un peu dernièrement. Bon, d'accord. Alors, vous voyez une petite flèche rouge à gauche et qui est là? C'est Petit Moi. Alors, j'étais dans la salle le jour où l'auteur de Fuck Neoliberalism va vous présenter pour la première fois en public, peut-être, je ne sais pas s'il était en Angleterre ou en Australie à l'époque, là, mais l'état de sa pensée. Alors, moi, ce que j'aime dire, c'est ça, c'est que Vincent et ses collègues bon, on en parle comme un anthropologue, mais qui lit des rapports de voyage d'autres personnes. Moi, je le vis et je suis un ben, enfin, en guerre, c'est une drôle ça serait pas une bonne image. Disons plutôt que je me suis fait, planter pas mal de coups de poignard dans le dos par ce genre de ce genre de personnes-là depuis longtemps. Alors, je sais que vous avez une section maintenant La Taverne, là, mais moi, ça serait Oui. peut-être plus la Ligue du vieux poil, là, mais, enfin, on en parlera peut-être une autre fois, là, mais pas aujourd'hui. Je voulais juste mentionner que certains d'entre nous font du travail de terrain sur ces choses-là Oui, 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 c'est et ça. vivre cette réalité-là au quotidien. Mais c'est pas le but de la présentation aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, pour faire une histoire courte, Radio-Canada a un service auquel il faut s'abonner, là, audio, là, au HDIO. Pour être franc, je me suis abonné il y a 2 ans parce que c'était la seule façon que j'avais de voir un film d'OSS 117 avec ma femme, là, on voulait regarder quelque chose à Noël, elle voulait pratiquer son français. Fait que je suis resté abonné depuis ce temps-là, fait que je continue de recevoir des emails pour voir ce que Radio-Canada publie de façon subventionnée.
Et il y a quelques semaines, enfin début novembre, encore une fois, là, je ne sais pas quand Merci ça va d'ajouter sortir. des fonds au financement public d'1,4 milliard de CBC Voilà, Radio-Canada, Pierre. exactement. Alors, il y a un artiste engagé, que je ne connaissais pas, là, Justin Laramée, il s'est recherché et 2 ou 3 personnes qui travaillent avec lui. Ça a l'air qu'ils ont étudié, ils ont fait une pièce de théâtre sur l'industrie laitière au Québec il y a quelques années et maintenant le sujet de leur podcast en 6 épisodes et je dois avouer que j'en ai écouté seulement 5 là. Vous voyez ce que je fais pour vous, là? Heu, C'est c'est déjà c'est plus qu'on n'en demandait pas tant. C'est sorti au début novembre et moi, quand j'ai vu ça sortir, ça m'a inspiré parce que j'enseigne un cours, enfin, en géographie économique, dans tous mes cours, j'essaie toujours de répondre à la question que mes collègues qui ne sont pas géographes économiques me posent toujours. «Pierre, pourquoi on ne fait pas plus de raffinage en Alberta?» ou «Pierre, pourquoi il n'y a pas d'usine de pâtes en Saskatchewan?» Et moi, à chaque fois, j'essaie d'expliquer, on va sortir un nom au hasard, disons Scott, là, j'ai dit: «Scott, écoute, il faut que tu comprennes que le pétrole, là, quand tu sors ça du sol, tu envoies ça par un pipeline, pardon, un oléoduc, c'est beaucoup plus sensé d'un point de vue économique de raffiner ça près des grands centres parce que à ce moment-là, tu produis des dizaines, des centaines, voire des milliers de produits. Tandis que si tu raffinais ça en Alberta puis qu'il fallait que tu envoies ça à Toronto, ben là, ce serait beaucoup plus compliqué au niveau de la logistique. Fait qu'il y a ça, puis il y a autre chose. Fait que C'est vrai dans qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que tu es mieux de tu sais, tu sors une ressource naturelle, que ce soit le bois, que ce ouais, soit le pétrole, tout ça. Il y a des gens, je sais pas pourquoi ils s'imaginent que tu devrais le transformer tout de suite à côté de l'usine, alors qu'en réalité, c'est pas mal mieux de le transformer le plus proche possible de ton consommateur parce que transporter du vrac, de la matière première, c'est relativement facile. Transporter un voilà. produit fini, l'emballage, tout ça, c'est plus compliqué, évidemment. Mhm. Alors, mais c'est pas quelque chose que monsieur Laramé et ses collaborateurs ont compris parce qu'ils ont publié donc la série en 6 podcasts là, Front de bœuf. Ils rendent hommage à Radio-Canada, mais j'ai vu sur Facebook, ils disent qu'ils n'ont pas fait d'argent. Fait qu'en tout cas, moi, écoute, ils sont sincères, là, fait que je veux juste leur ramener une perspective de géographie économique aujourd'hui. Donc, vous voyez la petite vache ici, au lieu d'avoir son étiquette d'identification, elle a 735 kilomètres, ce qui est apparemment ce que la vache laitière au Québec parcourt. Donc, pourquoi est-il si compliqué de manger du bœuf québécois? Alors moi, j'ai essayé d'avoir un titre humoristique. La joke ne fonctionne pas vraiment, mais vous allez la comprendre dans une couple d'images. Là. Au lieu d'être pour la transformation de proximité, donc de tuer la vache laitière puis d'en faire de la viande hachée au Québec, là, avoir des avantages de proximité, moi j'ai appelé ça pour la transformation de ma proximité. C'est pas très bon, mais vous allez voir la joke que j'ai essayé de faire. Là. Donc, si tu veux aller à l'image suivante. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point vous, vos auditeurs, êtes familiers avec ça, mais en gros, tu as 2 genres de vaches, là. Tu as la vache de boucherie puis la vache laitière. Au Québec, évi Généralement, quand tu es en dehors de Montréal, les gens comprennent qu'un steak, ça vient d'un animal. Parfois, quand tu es sur l'île, certaines personnes s'imaginent que la viande apparaît à l'épicerie comme par magie, là, mais exactement. généralement, quand tu as grandi un peu en région, tu comprends là, qu'il y a comme un Il y a des animal. différences, là, Mais je sais c'est pas ça. si c'est je sais pas si c'est une légende urbaine, mais quand j'étais jeune, puis j'étais chez mes grands-parents, mon grand-père, des fois, il mangeait du steak, puis il était un peu raide, un peu croche, puis il disait tout le temps, il doit nous avoir passé de la vieille vache laitière. Ben, justement, c'est ça, c'est parce que, historiquement, la réalité est compliquée, là, puis il y a évidemment eu des gens qui se sont spécialisés dans le développement de certaines races. Le bœuf de boucherie, évidemment, ça a été sélectionné pour le goût, le fait que tu un peu plus de gras, puis, c'est souvent aussi des anciens animaux ouais, je ne sais plus parler français, des animaux de travail, là, des animaux de Ouais. trait, bon. Avant que Mhm. tu aies des tracteurs, puis avant que les gros chevaux deviennent importants vers à peu près 1850, c'était genre les bœufs qui tiraient à charrue ou qui faisaient autre chose. Un bœuf, ça mange une nourriture qui est beaucoup moins compliquée à fournir. Qu'un cheval, ça n'a pas de sabot, puis ça a d'autres avantages. Évidemment, le cheval est un meilleur animal, c'est pour ça qu'éventuellement, bon, il fallait produire la nourriture. Tout ça pour dire que tu as eu des races qui ont été développées pour la viande. Souvent, ça a été dérivé à partir d'animaux de trait. Et évidemment, ben, tu as d'autres animaux qui ont été sélectionnés pour leur capacité à produire du lait. Donc, quand j'étais petit, ce que tu avais surtout, évidemment, il faut que ta vache laitière mette bas 3 ou 4 fois au moins dans sa vie pour qu'elle produise du lait. Et si c'était un mâle, tu en faisais un veau de lait. Puis bon, mais aujourd'hui, les gens ne mangent plus vraiment de veau. Donc, ce qui s'est développé dans l'industrie, c'est que maintenant, on a du veau de grain. Puis, ce qui est intéressant depuis quelques années, mais honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est répandu au Québec, mais ça l'est pas mal partout ailleurs en Amérique. Maintenant, tu ensemences ta vache laitière avec du sperme de vache de boucherie, du bœuf de boucherie. Donc, ça te donne des veaux qui sont hybrides, puis tu les élèves avec du grain. Puis, en tout cas, tu peux les envoyer éventuellement.
pour l'abattage. Mais historiquement, c'est ça. Donc, la vieille vache laitière, ça sert à faire de la viande de hamburger. Donc, le but du podcast, c'est de dire qu'on devrait manger de la viande de hamburger québécois parce que la vache laitière québécoise, maintenant, voyage souvent de très longues distances. Donc, Comme nous autres, c'est de la Holstein beaucoup, je pense qu'on a au oui, Québec. c'est ça. C'est de la Holstein. Voilà. Ah, puis les images ici, c'est ça. Ça met des producteurs québécois. Donc, le Québec fait très peu de viande de boucherie, là, boucherie pour être boucherie, mais de plus en plus, ce que tu vois, c'est ça. C'est que vu que les vaches laitières sont plus productives, les veaux, de plus en plus, sont envoyés vers. Mais le message là, qui est véhiculé jusqu'à présent dans le truc, le front de bœuf, c'est quoi? C'est que eux, dans leur tête, c'est un problème qu'on ait juste des vaches laitières, on devrait les manger ou. Ben, c'est ça, c'est qu'on devrait les abattre à proximité parce qu'elles parcourent une grande distance et ensuite elles nous OK. reviennent. Donc, je reviens encore sur la question de l'achat local. Et dans le fond, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je défends historiquement la seule industrie qui est peut-être encore plus impopulaire que le raffinage du pétrole, c'est-à-dire l'abattage des vaches. Donc, voilà. Vous allez voir, on y vient. Bon, alors, évidemment, ce qui est bien, c'est que dans un des podcasts, je me souviens plus lequel, il mentionne la réalité de l'achat local au Québec dans les années 60 puis 70. Je ne sais pas si le nom de la famille Cotroni vous dit quelque chose, Ben là, oui, mais la mafia. ben voilà. Alors, quand j'étais petit, je comprenais pas grand-chose, mais ça m'a marqué. Le scandale de la viande avariée, quand ça faisait des nouvelles, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, mais je crois que la viande avariée, ça, en tout cas. Fait C'est à que un cause gros. d'eux autres qu'on cuit nos hamburgers bord en bord puis qu'on n'aime pas ça d'avoir ça un peu rosé ici au Québec. Ben, il paraît qu'au Québec, on a des normes plus élevées qu'ailleurs et que le MAPAC, enfin le ministère de l'Agriculture, insiste pour avoir des normes plus fortes qu'ailleurs parce que ça a l'air que la réputation du Québec en a toujours souffert. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le podcast, là. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais c'est bien quand même de se rappeler c'était quoi l'achat local là, avant que les grandes multinationales arrivent et fassent voyager nos vaches. Je voulais juste le rappeler. Mhm. Au hasard comme ça. À quoi ressemblait notre achat local à l'époque? La Voilà. famille Cotroni. Exactement. Et ça a l'air que c'est ça, scandale corrompu et tout, là. Les inspecteurs se faisaient acheter. Puis j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, si t'étais un petit producteur bovin, la façon dont ça marchait, c'était un peu comme quand les Hells débarquent puis t'as un champ de maïs, là, puis qu'ils décident de diversifier ta production. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. C'est l'image que j'en ai, j'ai jamais creusé ça vraiment. Donc, une des pièces maîtresses du documentaire, c'est la faillite de l'abattoir Levinov-Colbex de Saint-Cyril de Wendover. Ça, c'est à côté de Drummondville, donc le centre du Québec. Pour faire une histoire courte, au début des années 2000, vous avez l'histoire de la vache folle. Il y a un animal qui est découvert, il y a une vache en Alberta qui est découverte avec la maladie de la vache folle. Comme Ralph Klein, qui est le premier ministre de la place, va le dire plus tard, le fermier aurait juste dû faire ce qu'ils appellent dans le jargon shoot, shovel and shut up. Là. Mais ça a été déclaré, donc les Américains ferment la frontière et tu as à ce moment-là l'obligation de la part des producteurs québécois de vendre au Québec. Et tu as un abattoir qui est plus important que les autres, le Vineuf Colbex. Là. Et il se trouve que selon eux, les propriétaires à l'époque abusent. Donc, évidemment, ils sont débordés de vaches laitières québécoises, le prix baisse, ils payent de moins en moins les producteurs. Alors, pour faire une histoire courte, et c'est plus compliqué que ça, le gouvernement s'en mêle. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les producteurs reçoivent des subventions du gouvernement et l'entente financière de 62,5 millions, 3 fois supérieure à la valeur marchande de l'entreprise, a été possible grâce à l'appui d'Investissement Québec qui a prêté 19 millions. Prêté. Voilà. Malgré tout, l'abattoir a été fermé en mai 2012, mettant à pied 300 travailleurs. Il a ensuite déclaré faillite. Et donc, ensuite, vous allez Le voir. prêt, il est disparu. Hein? Non, tu vas voir. Le modèle québécois, l'image suivante, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui est arrivé plus tôt cette année? Alors, évidemment, le ministre Lamontagne de la CAQ a fait ce que tous les bons politiciens font dans le système québécois. Les acteurs se sont réunis, sont intervenus, puis ont décidé de fourrer les contribuables. Donc, la Fédération des producteurs bovins du Québec avait cette dette-là de presque 20 millions depuis longtemps. Alors, le ministre l'a tout simplement effacé. Ah! Alors, voilà. Alors, le ministre Lamontagne s'est La félicité. magie de la CAQ. Le modèle québécois dans toute sa splendeur. Là. Le ministre Lamontagne s'est félicité de cette issue heureuse pour les producteurs de bovins qui ont largement applaudi. Le ministre a ajouté les producteurs à cette dette, ça ne tenait pas la route. OK. La CAQ qui vous appelle déjà. Là. Le bureau du premier ministre. Ouais, c'est ça, c'est le bureau du premier ministre qui appelle. La salle l'a remercié pour ses présences régulières à leur assemblée générale.
Il s'agissait de sa quatrième présence, comme l'a souligné le président de la Fédération, Sébastien Vachon. Le ministre a alors souligné avec humour: vous faites ça à côté du gouvernement et du MAPAC, c'est donc accessible. Alors, modèle québécois, on travaille tous ensemble. Et le ministre s'est quand même réjoui, puis ça, c'est intéressant, on ne parle pas vraiment dans le documentaire, qu'on tue beaucoup plus de bouvillons au Québec en 2024 qu'en 2019, même si le Villeneuve-Colbec, c'est plus là. Mhm. Alors, si tu vas à l'image suivante. Alors, il en reste quand même, bon, encore une fois, je prends pour acquis que la plupart de vos auditeurs ne sont pas familiers avec la réglementation, mais tu as des abattoirs qui sont régis par le fédéral, qui sont ceux qui peuvent exporter entre les provinces, aux États-Unis puis ailleurs, et tu as des petits abattoirs locaux qui sont inspectés par la province, là, par des inspecteurs provinciaux. Mais qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ben, ça vous donne une idée d'à quel point le Québec est insignifiant quand même. Le Québec et les Maritimes ensemble, c'est une petite fraction seulement de l'Ontario, puis c'est évidemment Mm. presque rien là, par rapport à l'Ouest. Mais Pour quand les gens à même, l'audio, on parle de 2023, on oh, parle de pardon, 82 000 abattages au Québec environ, sur un total de 3,2 millions au Canada au grand complet. La grosse partie, 2,5 millions, c'est les provinces de l'Ouest, évidemment. évidemment. Donc, mais quand même, ce que je voulais souligner, puis la raison pour laquelle j'ai mis ça à l'écran, c'est que tu vois quand même que ça augmente pas mal depuis 2015. Et ça, c'est peut-être en partie parce qu'il y a un gros abattoir en Ontario qui a eu des problèmes de COVID et puis de relations de travail depuis quelques années. Donc, je ne sais pas si la tendance va se maintenir, mais c'est quand même intéressant de voir que le nombre de têtes au Québec a augmenté beaucoup, même si on Mm. n'en parle pas vraiment dans le podcast. Donc, si vous allez à l'image suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe au Québec? Les abattoirs québécois tournent à vide pendant que les vaches filent aux États-Unis chez Cargill, la grosse méchante Cargill. Et on dit beaucoup de mal de Cargill dans le truc. Du bœuf 100% québécois. La province a les infrastructures et les bêtes, mais pas la volonté politique. C'est toujours ça qui manque au Québec, la Toujours ça qui volonté manque. politique. Mais Ben qu'est-ce oui, que ça veut dire, ça, en français, la volonté politique? Que le gouvernement mette de l'avant, mette de l'argent pour qu'on mange du bœuf élevé, nourri, abattu, passé dans le blender au Québec, et au c'est Québec. exactement le message du podcast, OK. Justin. Tu vois, Parce Mais que la phrase est intéressante. Les abattoirs québécois fonctionnent à moitié de leur capacité pendant que 100 000 vaches de réforme traversent la frontière chaque année, ce qui prive le Québec de bœuf local dans ses épiceries. Fait qu'autrement dit, on en abattait 82 000, comme on voyait en 2023, mais là, on envoie. C'est comme si on exportait 100 000 vaches aux States. Pourquoi qu'on les garde pas ici puis on les ah, garde ben pas tu vois, pour non, nous? non, mais c'est pas juste au State. Et c'est là la nuance, et je pense qu'ils sont pas complètement honnêtes dans le OK. podcast. Alors, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tu as des. Ben, va dans l'image suivante, tu vas voir, vous allez comprendre. La productrice se bat contre des géants transnationaux. Alors, chacun est contraint à des règles de marché très strictes qui laissent le champ libre aux géants multinationaux. Au Canada, les deux gros joueurs, c'est JBS, qui est une multinationale brésilienne qui a acheté plusieurs abattoirs, et l'américaine Cargill. Donc, ce qui fait la manchette du Journal de Montréal, c'est que Cargill a une usine en Pennsylvanie, mais regarde en bas ce que la productrice vous dit. C'est ainsi que des vaches de partout au Québec font le chemin jusqu'aux usines de Cargill à Guelph, en Ontario, ou à Wyalusing, en Pennsylvanie, pour être abattues et transformées au milieu de congénères américaines et mexicaines. Mais ils ne disent pas combien se rendent à Guelph et combien se rendent en Pennsylvanie. OK, fait Et que finalement, c'est l'américaine Cargill, mais on se oui, doute que finalement, ça va peut-être un peu plus à Guelph qu'en alors si Pennsylvanie. tu vas aller à l'image suivante, et c'était le sens de la joke que j'ai essayé de faire au début, ma proximité, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'habite à Guelph. Et l'usine en question, en fait, il y en a 2 à Guelph. Il y en a une, qui fait l'abattage, puis de l'autre bord de la rue, ils font de l'emballage. Sauf que l'abattage, c'est seulement de la vache, là, à ce que je sache, et puis de l'autre côté de la rue, ils emballent, de la vache, du porc et puis, du poulet, notamment. Et l'usine en question était à 10 ou 15 minutes de chez moi, là, genre 10 minutes si c'est ma femme qui conduit, 15 minutes si c'est moi, là. Et et la connexion que j'ai avec Cargill, c'est que j'ai encouragé le Flo à postuler pour une job d'été là, il y a quelques mois, il y a 1 an là, donc mais pour l'emballage, là, je pensais pas qu'il serait capable de travailler dans l'usine d'abattage. Donc quand je dis de ma proximité, ben, c'est ça, il y a beaucoup de jobs ici à Guelph qui dépendent de ces grosses usines-là. Puis on reçoit de la vache, d'Ontario et du Québec notamment, là, donc mais si tu vas sur le site de Cargill, ils te disent pas justement la proportion de bœuf de boucherie par rapport, à vache laitière et puis, quel pourcentage vient du Québec ou quelque chose. Puis Mais vite honnêtement, comme ça, tu sais, tu regardes la carte que tu as à l'écran. Moi, ouais. mon guess, si tu pars de Montréal ou Québec pour aller à Guelph ou maintenant pour aller à Philadelphie,
Pas une si grosse différence de temps, là. Non, exactement. Donc, honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point, Il y a probablement une simplicité parce qu'il y a pas de frontière d'aller à Guelph, à mon avis, là, mais ouais, mais j'ai pas en termes réussi de à trouver. distance, c'est semblable, là. C'est ça, j'ai pas réussi à trouver de chiffre, puis honnêtement, j'ai organisé ça un peu à la dernière minute, donc je sais pas si, Cargill me dirait quoi que ce soit là, mais, Mmh. voilà. Probablement pas. Donc là, ils ont Exactement. juste mis ensemble États-Unis puis, Ontario, mais Ontario, sans dire quelle proportion elle est où, là. C'est ça, je comprends. exactement, Bon. et peut-être qu'ils le savent pas, mais sauf que quand tu lis le Journal de Montréal et puis d'autres comptes rendus, tu as l'impression que ça s'en va tout en Pennsylvanie, là. En réalité, si tu es un vrai lecteur du Journal de Montréal, c'est 2 pays étrangers de toute façon. Voilà, c'est vrai. OK, Ouais. exactement. Mais alors, justement, un petit cours de géographie économique 101, pourquoi Guelph et pourquoi l'usine s'est retrouvée, ben, j'allais dire ici, là, je suis à mon bureau à Mississauga aujourd'hui, mais bon, comme je vous le disais, j'habite à Guelph. Guelph, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un mélange entre Sherbrooke et Saint-Hyacinthe. Et la raison pour laquelle j'utilisais ça, c'est que l'université de Guelph, à l'origine, c'est l'ancien collège vétérinaire de l'Université de Toronto, parce que Guelph est vraiment au cœur des meilleures terres agricoles en Ontario. OK. Et c'est comme Saint-Hyacinthe ici, tu as beaucoup de laboratoires fédéraux, tu as toute une industrie agricole autour de Guelph. Et tu as une combinaison un peu plus à l'ouest et au sud-ouest de l'industrie laitière en Ontario, là, enfin pour la portion sud-ouest. Là. J'entendais Sylvain, pardon, le food professor en parler aux trois Afuera. Là, Mmh. ce sont des unités qui sont beaucoup plus performantes qu'au Québec. Mais ce que les gens, en règle générale, ne savent pas, c'est que l'Ontario, le sud de l'Ontario, a été le site de la première région qui s'est spécialisée en bœuf de boucherie au Canada, avant l'Alberta. Là. C'est juste que, OK. bon, ça a été développé avant. Puis une des raisons, c'est ça, c'est que si vous regardez la carte, ça n'a pas commencé pour ça, mais si vous regardez la carte des Grands Lacs, c'est relativement facile historiquement d'amener, disons, des grains de moindre qualité, là, qui sont peut-être pas toujours bons pour la consommation humaine de l'Ouest. Là, genre, c'est une mauvaise récolte ou quelque chose. Tu peux envoyer ça par bateau jusqu'à la baie Georgienne. Donc, ça a toujours aidé à produire du bœuf de boucherie ici. Donc, je pense que les gens au Québec ne réalisent pas souvent jusqu'à quel point on produit beaucoup de bœuf de boucherie en Ontario. Donc, si tu sais où est Guelph sur la carte, que tu as à la fois une industrie laitière, tu as une industrie du bœuf de boucherie, puis si tu vas aller à l'image suivante, hein, Ça, ouais, les gens, il y a pas beaucoup de monde qui comprennent l'impact que ça a, mais transporter du grain par bateau versus mhm, transporter du grain par train ou camion, tout le monde voilà, comprend que par bateau, c'est vraiment plus cost efficient puis pas rien qu'un peu, là. C'est ce qu'on exactement. avait parlé quand on parlait de la révolution du conteneur, là. Ouais, exactement. Mais quoique c'est surtout du vrac là, pour ça, Ouais, mais enfin, peu importe. Donc, ici, c'est ça, c'est le recensement de 2022, là, où vous voyez les densités de population au Québec, puis dans le sud de l'Ontario. Donc, on est beaucoup plus nombreux qu'au Québec. Donc, on a beaucoup plus de bêtes, en tout cas, pas pour l'industrie laitière, là, mais pour, fait ouais. que là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est une des raisons pourquoi que l'Ontario pourrait produire plus de vaches de boucherie que Mmh, le Québec, c'est que faciliter à importer du grain ouais. via, les provinces de l'Ouest par les Grands Lacs. Puis en même temps, Et on produit il y beaucoup de a grains aussi en Ontario, oui. il y a ça, puis un gros marché de consommateurs proche. Je veux dire, tu pas si loin de Toronto, là, fait que Exactement. Fait qu'on est genre, si tu es à Guelph, tu es à, bon, disons 2 heures de route, tu peut-être, je sais pas, 10 millions de consommateurs, là, je veux c'est dire. gros, là. Ben, c'est ça. Fait que, c'est comme pour le raffinage du pétrole, là, tu as intérêt à le raffiner ou à produire des choses près du marché. Donc ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'au fil du temps, ben, Cargill a acheté puis, a fermé, un autre compétiteur qui était à Toronto, mais qui avait plus sa raison d'être, enfin, Etobicoke et puis tout ça. Et leur usine a beaucoup grossi au fil des années à Guelph. Donc, c'est plus logique. Si tu regardes l'approvisionnement, de justement d'organiser ça à Guelph et de faire venir des vaches du Québec plutôt que d'avoir des opérations plus décentralisées. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans les prochaines images. Donc, si tu veux continuer. Mais tu sais, Ouais. juste parenthèse, là, moi, ce qui me fait rire un peu dans l'argumentaire qui est soulevé dans la série de podcasts que tu parlais, tu sais, c'est en gros, ben, le Québec, on a nos vaches laitières, pourquoi on n'a pas nos bœufs qu'on abat aussi pour les manger nous autres mêmes? Oui, mais l'argument inverse est aussi vrai, là, tu sais, c'est-à-dire qu'en Alberta, ils ont dans l'Ouest, ils produisent le bœuf, ben, tant qu'à ça, pourquoi ils n'ont pas aussi leurs vaches laitières pour faire le propre lait, alors au lieu d'importer celui des provinces de l'Est. Parce que je regardais un peu les chiffres du coin de là, et puis je pense, à moins que les données ne soient pas à jour, mais on dit que c'est à peine 8% des vaches laitières qui sont dans l'Ouest Mmh. canadien. C'est beaucoup, beaucoup, mais presque exclusivement concentré
dans Dans l'Est. l'Est, mais en même temps, il faut comprendre que notre population est plus importante aussi, là, fait qu'ils Non, en c'est produisent ils en produisent un peu dans l'Ouest, là, mais quand même, c'est mais ouais, c'est un peu la même chose dans ouais, le fond, c'est qu'on dirait qu'on comprend pas que si tu diminues une affaire, ben, ça va avoir les autres aussi vont faire la même chose d'une certaine voilà, manière. Tu sais, c'est qu'il y a du lait produit en Ontario puis au Québec qui s'en va ailleurs. ouais, Ben, si eux font comme nous, c'est-à-dire faire leurs propres affaires, ils vont moins consommer nos choses à nous. voilà, Tu sais, c'est comme tout le temps un jeu à somme nulle dans leur esprit, on dirait, là. C'est comme si nous, on va faire ça, mais ouais, tous les autres vont continuer le même comportement, nous acheter nos affaires, puis consommer nos produits. Mais la seule différence, c'est que nous, on va plus produire localement. Non, mais ça va avoir le. Tu sais, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu vas aussi nuire à tous tes producteurs qui exportent ailleurs, là. ouais et puis c'est encore, puis si jamais vous écoutez le podcast, vous allez voir, enfin, quand ils parlent de ma production monopolistique et puis Cargill qui domine le marché, ce qu'ils admettent eux-mêmes, c'est que Cargill paye plus cher que les autres. Quand la vache s'en va à l'encan, Cargill paye plus cher. Mhm. Je vais vous dire pourquoi. Mais bon, il y a quand même des petits abattoirs, comme vous voyez, qui survivent au Québec. Puis il y en a un autre, genre à 50 minutes au nord de chez nous, auquel je me suis intéressé parce que le Flo a également postulé pour une job là. Je ne sais pas si vous connaissez Letterkenny ou si, c'est une série canadienne-anglaise qui est assez amusante, là. C'est filmé à Sudbury, ben, c'est basé sur, la vie de l'auteur Alice Wald, qui est genre à 1h10 au nord de Guelph. Il y a encore beaucoup de Mennonites, dans la région qui sont justement cultivateurs. Donc, tu as un petit abattoir qui prend de l'expansion, puis le Flo a postulé pour une job pour travailler dans l'entrepôt là-bas, mais bon, je présume qu'ils l'ont regardé. Si son concurrent, c'est un gars qui a grandi sur une ferme dans le coin, puis il se disait, bon, on va Ouais. boucher des boîtes dans un entrepôt, il va sûrement se trouver une job à Guelph plutôt qu'on conduire 50 minutes à chaque jour, ce qu'il a fait, là, éventuellement. Mais bon, The Dix dans Letterkenny, c'est un humour qui est, ma foi, très juvénile, là, mais si vous ne les connaissez pas, là, je vous invite à découvrir ça. Je ne veux pas vous faire bannir, là, mais c'est beaucoup plus. C'est- enfin, ils aiment faire des sausage parties, puis en tout cas, c'est. Et puis, you haven't lived until you've had the Dick's meat in your mouth, là, mais bon, en tout cas. Mais sauf que ce sont des Ménonites, et évidemment, c'est toujours des doubles ententes pas trop subtiles. En tout cas, Letterkenny. Donc, écoute, c'est une des plus belles réussites culturelles au Canada anglais au cours des 2 dernières décennies. Là. Je me dis que je suis un effort. Suggestion pour les autres. Suggestion. Vous pouvez juste regarder les clips, là, Letterkenny de Dix, là, vous allez comprendre. OK, donc plus ça change, plus c'est pareil. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'en fait, la même histoire aurait pu être racontée en 1890. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans le fond, Cargill est capable de payer plus cher que les abattoirs québécois et pourquoi historiquement tu as eu intérêt euh, à concentrer l'industrie de l'abattage. Et la réponse, je vais vous donner le punch tout de suite, là, c'est l'économie circulaire. Mais ça, c'était bien avant que l'or variétal vienne au monde. Mais quand même, vous avez une caricature ici en 1913, là, caricature d'Udo Kepler représentant l'United States Meat Trust comme un oligopsone, incitant d'abord les agriculteurs pauvres à élever du bétail, puis leur affirmant qu'ils n'ont d'autre choix que de vendre leur bétail au trust à un prix dérisoire. Donc, évidemment, c'est un cartoon de propagande gauchiste là, qui, comme toujours, considère que les producteurs sont trop innocents pour savoir ce qui est bon pour eux. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant pour le Vinov Colbex, ils disent le truc a fait faillite parce que pourquoi? Les producteurs québécois, au lieu de se sacrifier pour amener leur viande à le Vinov Colbex, préféraient vendre plus cher à Cargill, même si leur association était propriétaire de l'abattoir. Donc, en tout cas. Attends un peu. Oui. Leur association de producteurs est propriétaire de l'abattoir québécoise, Oui. mais ils vendaient à Cargill parce qu'il y avait un meilleur prix en vendant à Cargill. Les membres vendaient à Cargill parce qu'il y avait un meilleur prix. Alors, évidemment, la solution des gens qui ont créé le podcast, c'est de dire qu'il faudrait forcer les producteurs québécois à vendre au Québec. Hey, tu m'étonnes. Euh, Forcer les gens, interdire. Voyons, c'est jamais un Avoir de la planificateur volonté central a eu politique une pour idée comme avoir ça. un abattoir, forcer les producteurs à vendre et puis étiqueter tout ça, là, parce qu'on le sait, les consommateurs vont accepter de payer plus cher si tu as une étiquette faite au Québec là, sur ta Fait que là, viande on hachée. commence à Oui. comprendre c'est quoi le manque de volonté politique. C'est le manque de planification centrale, c'est le manque Exactement. d'étatisme, c'est le manque de réglementation. Ils aiment ça, les interdictions, aux autres. Hein? Exactement. Fait que le gars qui a produit ça, il dit qu'il va à la chasse au chevreuil, mais à un moment donné, il va dans un abattoir, il trouve ça. Il dit, ah, il en est troublé, puis tout. Puis moi, je me dis toujours, encore une fois, je vous dis toujours, j'ai des évaluations
notoire par certains de mes étudiants parce que je leur dis des trucs. Ouais, c'est OK de manger des animaux. Il y a plusieurs autres animaux qui le font aussi. Sauf que, évidemment, l'abattage dans un truc moderne, c'est évidemment beaucoup moins douloureux et entre Oui, guillemets, oui. beaucoup plus moins que de se faire tuer par une meute de loup ou par, Fait que tu es en train de me dire qu'il y a des étudiants vegans qui t'apprécient pas beaucoup dans la vie. exactement. Alors moi, qu'est-ce que je leur dis? Ben, écoutez, regardez objectivement les faits. Regardez le système digestif des humains et si tu nous compares aux grands primates, aux gorilles, aux, chimpanzés, mais aussi aux singes, là, qui sont un peu plus petits, tu te rends compte que le système digestif des humains est très différent de tous les autres, sauf, d'une espèce de babouin qui, ça a l'air, consomme beaucoup d'insectes. Mais si tu regardes les chimpanzés mangent un peu de viande, là. De temps en temps, ils vont en chasse aux petits singes, là, puis, ils les massacrent, puis, ils les mangent de temps en temps. Il faut croire qu'ils ont besoin de protéines aussi. Sauf qu'environ 60 de la masse attendue chez les primates de taille similaire, les humains sont bien mieux adaptés à la digestion des viandes que des végétaux et ça, c'est un fait objectif, là. Moi, je j'invente rien, je fais juste, répéter ce que l'on sait et bon, enfin, si tu veux aller à l'image suivante, mais comme je vous dis, le seul autre, grand singe qui nous ressemble apparemment, c'est une espèce de babouin qui mange beaucoup d'insectes. Bon, à cause de ça, bien évidemment, notre cerveau est beaucoup plus gros que celui des autres primates et les spécialistes vous disent que dans le fond, notre cerveau, c'est un gros concentré de gras, là, je simplifie, mais Mhm. ça a l'air que nos ancêtres n'auraient jamais pu développer un cerveau de cette taille-là sans avoir consommé beaucoup de protéines animales. Et ce que vous voyez en bas, c'est un chimpanzé. Et ce que les gens ne Il y a réalisent pas, comme beaucoup de jokes à faire avec ça, là. oui, exactement. Mais Ce qu'on apprenait, moi, quand j'étais plus jeune à l'école, on apprenait ça avant que ça devienne que le politiquement correct s'en mêle, là, mais je me rappelle de cours d'histoire où on disait que le développement de l'intelligence, c'est à un moment donné, quand on commence à consommer la moelle des os, entre autres, puis ce genre de choses-là. Là, ça m'a été enseigné à l'école. Là. Ça a l'air comme aujourd'hui que c'est comme bien spécial de dire ça, là, mais c'est pas en mangeant des pois chiches que l'humain s'est développé. Là. exactement. Puis, les chimpanzés, ce que les gens ne réalisent pas souvent, c'est que tous les chimpanzés que tu vois dans des films, c'est toujours des bébés parce que les mâles sont très gros, ils sont très agressifs, donc tu peux pas avoir de mâles chimpanzés. Mais donc, les mâles chimpanzés sont presque aussi gros que les humains pouvaient l'être il y a peut-être 100, 150 ans. Là. On est OK. plus grand aujourd'hui. Mais si tu regardes la taille du cerveau d'un chimpanzé, beaucoup plus petite que la nôtre, donc il consomme moins de protéines animales. Puis une autre chose qui pourrait expliquer le développement du cerveau chez les humains, c'est que ça fait des centaines de milliers d'années qu'on fait cuire notre bouffe. Donc, ça nous a permis d'avoir une mâchoire qui est plus petite, des dents plus petites, ce qui aurait permis à notre crâne de se développer, ce qui aurait permis à notre cerveau de prendre de l'expansion. Tu regardes la OK. mâchoire d'un chimpanzé, puis ses dents, c'est beaucoup plus d'efforts quand tu fais pas cuire ta viande ou pardon, ta nourriture de la consommer. Ça demande plus d'énergie. Puis en tout cas, c'est juste le genre de truc que j'aime mentionner. Donc, faire cuire notre bouffe, parce que tu as aussi des gens qui sont contre faire cuire notre bouffe aujourd'hui, puis manger de la viande, c'est ce qui a fait de nous des humains modernes. Là. Je tiens Mais juste tu à sais, le le mentionner. darwinisme un peu que tu expliques là, on dirait qu'il y a trop de gens qui l'oublient, là, mais Je ça voulais l'est juste le la rappeler. vraie Là. science, là. Ah Voilà. oui, c'est pas mal la base. Ouais. Puis une autre chose, on nous dit toujours qu'il faudrait manger des insectes pour être plus durable. Mais évidemment, la majorité des humains, historiquement, ont mangé des insectes. Ce qu'on oublie ici, nous, c'est qu'on ne vit pas dans une zone tropicale. Mais dans une zone tropicale, tu as des insectes à l'année, puis c'est pas évident de faire de la chasse dans le jungle. Donc, la plupart des humains, dans la plupart des pays du monde, historiquement, ont mangé beaucoup d'insectes. Donc, c'est ce que les gens ont fait. La bonne, ça tarentule. Ouais, c'est ça. Sauf que ce que tu te rends compte, quand les gens deviennent un peu plus riches, ils préfèrent manger du bœuf à la tarentule. Là. C'est une chose que je tiens à mentionner aussi. Là. Voilà. Ouais, puis ils mangent moins les abats puis tout ce genre de choses-là que dans les pays. Ouais. Tu sais, nous autres, on regarde ça aujourd'hui, on est comme ah, des rognons puis tout. Ouais, mais moi, mes grands-parents ils mangeaient ça. Là, ils trouvaient ça bien bon. Là. Ouais, puis ça Ouais. a l'air que le Canada exporte beaucoup d'œufs de bœuf en Chine parce qu'ils mangent encore des œufs de bœuf. Mais ici, nous, évidemment, personne ne peut en Ça doit manger. être une affaire aphrodisiaque, je suppose. On dirait que c'est tout le temps relié à de quoi de même. C'est toujours pour bander quand ils mangent Ouais, pas de c'est ça, viande. il y a tout le temps de quoi Bon, écoute, alors, si votre podcast se fait bannir, c'est pas juste de ma faute. Là. Des gens comme ça. Là. Je voulais juste. Ah, là, on risque d'avoir un petit problème, par exemple, Pierre. Tout ce que je La voulais. photo, la photo est pas adéquate pour YouTube. Bon, OK. Ben non, ben non. Mais ça, tu vois, c'est Homo antecessor, c'est le dernier ancêtre commun entre les humains et les Néandertaliens. Puis ils ont trouvé dans une caverne à Grandolina, en Espagne, qu'ils étaient des cannibales. Donc, OK. ils assument qu'ils mangeaient les membres des tribus avoisinantes plutôt que de la leur. Sinon, c'est pas une stratégie évolutive qui est vraiment winner, là, comme dirait Yann, je présume. Là. Donc, c'est intéressant. Donc, je voulais juste mentionner le cannibalisme, si on peut aller à l'image suivante.
Tu vas voir. Et ça, c'est une carte illustrant l'étendue du cannibalisme en 1893. Regardons ça, le territoire Mohawk et le territoire des Cowichan est inclus là-dedans. On va peut-être en parler dans la partie Patreon. Là. Je mentionne ça. Là, J'avoue que la carte du Canada est légèrement coloriée. C'est Ouais, ça. c'est un peu inquiétant. Là. Exactement. Tu vois, c'était en Amérique du Nord, le cannibalisme n'était pas. Bon. Un autre truc auquel je voulais m'attaquer, c'est que justement, tu as l'impression que, bon, évidemment, toutes les sociétés commencent à consommer de la viande à un moment donné. Bon, nos ancêtres mangeaient peut-être au début surtout des insectes, mais à un moment donné, tu développes des techniques de chasse sophistiquées. Moi, un mythe que j'aime bien attaquer aussi, c'est le mythe que les Amérindiens utilisaient tout ce qui venait d'un animal. Donc, ce que vous avez ici, c'est les techniques de chasse dans les prairies, puis dans les plaines américaines, avant que les Européens arrivent. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas dans l'Ouest à ce moment-là? Tu n'as pas de chevaux, c'est les Espagnols qui vont amener les chevaux, et tu n'as pas d'armes à feu, évidemment. Alors, comment tu fais pour aller attraper des bisons? Ce qui n'est pas évident, là, parce qu'un bison, ça court vite, c'est gros, puis ça fait peur. Fait que ce que vous voyez, l'image en haut à gauche, vous avez des Amérindiens, typiquement les gens qui courent le plus vite dans la tribu. Il y en a qui se mettent des peaux de bébé bison, puis il y en a d'autres qui se mettent des peaux de loup. Alors, ce que tu fais, c'est que tu te mets une peau de bébé bison, tu prétends être un bébé bison au début de la harde. Ensuite, les autres qui ont des peaux de loup arrivent et ça commence à faire peur supposément aux petits bisons. Et l'idée, c'est de faire paniquer la harde pour qu'ils se sauvent des loups. Et tu les amènes à un point où, si tu veux aller à l'image suivante, C'est quand même ingénieux, pareil. ah oui, ah non, écoute, les gens étaient brillants. Ou tu leur fais sauter une falaise et où ils meurent. Et Colin! ben, c'est un buffalo jump. Et alors, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est pas très efficace comme technique de chasse, fait que tu tues beaucoup plus de T'as eu un bisons bon que ce que tu aurais garde-manger après pensé. la fin de la journée. Hein? Ouais, sauf que ça pourrit. Fait que dès que tu fais des fouilles archéologiques dans des buffalo jump, tu te rends compte que l'immense majorité de la viande était gaspillée. Fait que quand on nous dit que les Amérindiens consommaient tout et ne gaspillaient rien, c'est pas Ah vrai ouais, pour tu les parles du buffalo jump. fameux mythe là, de Ouais. ils vivaient en harmonie avec la nature et tout était dans un Ils pratiquaient équilibre. l'économie circulaire. Oui, oui, Non, oui, oui. c'est ça. Non, ça, OK. Ouais, Je bon. voulais juste le mentionner parce que vous allez voir, là, je m'en vais quelque part avec mes skis. Là. Hey, mais t'es vraiment le plus gros mythbuster au monde qui existe par rapport à ces Et j'ai affaires-là. toujours C'est une job, tu spectaculaire. vois. Là, je suis un des rares pour qui d'avoir sa permanence est peut-être justifié encore aujourd'hui. Là. Fait que, sauf que des humains se rendent compte qu'à un moment donné, ben, aller à la chasse, c'est toujours risqué. Puis bon, c'est pas tout le monde qui vit dans un contexte comme l'Ouest canadien où tu as t'as des troupeaux de bisons. Donc, on a domestiqué à un moment donné des aurochs, qui sont l'ancêtre de nos vaches, enfin de nos bœufs puis de nos vaches aujourd'hui. Un auroch, c'est beaucoup plus gros qu'une vache moderne. Parce que vous avez l'image en haut à gauche. À gauche, c'est un mâle, à droite, c'est une femelle. Mais ce qu'on comprend, puis vous allez voir, il y a une raison pour laquelle je mentionne ça. Il y a eu 2 épisodes de domestication indépendants. Il y a un épisode qui a donné naissance aux races européennes, aux races qui vivent dans les zones plus froides, et un autre épisode qui a donné naissance aux vaches qui sont domestiquées en Inde et qui vont se retrouver en Afrique et ailleurs, qui vivent dans des climats plus tropicaux. Et vous reconnaissez les deux par les faits que ce qu'on appelle les Indicus ont une espèce de grosse bosse là, sur leur dos. Puis tu sais à ce moment-là que c'est une vache qui est descendante d'un épisode de domestication tropicale. Ça, je vais le mentionner parce que c'est important. Vous allez voir. On continue. On dit que on dit que Oui, le dernier spécimen d'auroch serait mort en 1627. Ça se en peut-tu? Pologne. En Pologne. OK. Il était sur la terre d'un homme, puis c'est le seul qui est resté à un moment donné parce que c'est drôle. Si vous. Juste pour vous dire à quel point un auroch c'était dangereux, Jules César, dans la guerre des Gaules, mentionne jusqu'à quel point tu peux jamais domestiquer des petits, puis c'est une marque de courage des tribus germaniques d'aller chasser un auroch. Puis en tout cas. Fait que tout ça pour vous dire que ces 2 épisodes de domestication-là, ça donne naissance à 2 lignées, mais tu as évidemment beaucoup de croisements à travers le temps puis l'espace. Là. Mais on ne passera pas trop de temps là-dessus. C'est les débuts de l'ère des manipulations génétiques de l'homme, tranquillement pas vite. C'est ça. Exactement. Donc, tu vois, le problème que moi je vois quand je parle des Québécois, puis surtout des gens qui s'intéressent à l'abattage, c'est qu'on oublie qu'il n'y a pas juste des variétés européennes dans le monde. Donc, au Québec, c'est ça. Si tu penses aux vaches à lait, tu vas penser au Holstein. Si tu penses aux viandes de boucherie, tu vas parler au Black Angus puis au Red Angus. Mais il y a quand même des races qui ont été créées à partir des vaches indiennes. Notamment en haut à droite, ce que vous voyez ici, la Brahman, ça a été développé pour vivre en Louisiane, dans le sud du Texas, en Floride,
C'est un croisement, je pense, de genre 4 races de vaches indiennes. Ça a été développé par des Américains, mais c'est aujourd'hui la vache qui est produite en plus grand nombre en Australie. Et l'avantage des vaches, tu as certaines différences entre les deux, là. L'avantage des vaches indiennes, c'est que justement, bon, elles peuvent vivre dans des milieux tropicaux, parcourent plus de terrain. Ça a l'air qu'ils peuvent, leur zone de pâturage peuvent être plus grande. Ils mangent un peu n'importe quoi. Ils peuvent nager parce qu'ils viennent d'un pays où tu as des moussons. Ils sont bonnes pour tuer des serpents. Le problème que tu as avec les vaches indiennes, c'est qu'apparemment, ça ne goûte pas très bon. Fait que la vache indienne, des vaches d'origine, des vaches Indicus, ce qu'ils font en Australie puis ailleurs, ils font pas de filet mignon, tout ça. Ils les produisent, mais ils tournent tout en viande hachée, puis tu envoies ça ailleurs. Fait que dans un pays comme l'Australie, tu produis beaucoup de brahman et puis de certaines autres variétés. Apparemment, ça coûte pas cher. Tu les abats, puis tu les tournes tout de suite en viande hachée, puis ça fait compétition à nos vaches laitières ici. L'avantage qu'on a pour les races Langus puis Charolais, tout ça, c'est que bon, la viande est meilleure, elle est plus marbrée, puis on tend aussi à les finir au maïs ou à d'autres choses, là, et les gens ici disent que notre bœuf devrait être fini à l'herbe. Il y a une raison pour laquelle nos ancêtres, nos ancêtres, on ne monte pas si loin, là, il y a quelques générations, on a commencé à finir, à compléter, si tu veux, le cycle de vie des animaux de boucherie avec du maïs puis tout ça. C'est parce que ça goûte meilleur, puis c'est ce que les gens veulent. Mais il ne faudrait pas oublier justement que donc on a de la compétition de ces choses-là. Ça ici, le bovin gris hongrois, je l'ai mis parce que c'est la race la plus détestée en Europe à travers l'histoire, parce qu'ils sont particulièrement résistants à la peste bovine, qui est une espèce de grand tueur des vaches en Europe. Et le problème, c'est que quand les vaches hongroises viennent en contact avec d'autres genres de vaches, les autres vaches tendent à attraper des épidémies puis à mourir en très grand nombre. Et c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui, même avant l'arrivée des antibiotiques, des OGM et puis tout ça. Le taux de mortalité chez les bovins pouvait être très élevé un peu partout dans le monde, sauf dans les Amériques et en Océanie où la peste bovine n'a jamais réussi à s'établir. OK. Les animaux ont toujours été interceptés dans les trucs de quarantaine, en quarantaine. Fait qu'à un moment donné, dans les années 1860, en Angleterre, ils perdent genre 10% de leur cheptel, ils ont un paquet de vaches malades, puis en tout cas... Ça, c'est des catastrophes économiques pour les éleveurs, Exactement. évidemment, là. Oui. Je tiens à le mentionner parce qu'aujourd'hui, on nous dit nos vaches sont malades de toutes sortes de choses. Oui, mais on a réussi à éradiquer la peste bovine avec la polio. C'est un des plus grands succès de la science moderne. En tout cas, je tiens à le mentionner parce que ça va être important quand on y revient. Donc, qu'est-ce qui se passe historiquement? Ben, dans les villes, tu as des petites opérations de boucherie. Je ne sais pas si Yann, tu veux décrire ça. Disons le backstore, le backstore dans un établissement de boucherie il y a quelques siècles, ça c'est une image de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Tu fais venir tes animaux en arrière, puis tu les tues à coups de massue ou quelque chose, tu les coupes et puis tu vas vendre de la viande en avant. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, si tu veux de la viande fraîche qui vienne de grands animaux, il faut que tu vives en ville, parce qu'en campagne, même si tu as une famille importante, si tu tues ton cochon, un cochon, c'est gros, fait qu'il faut que tu fumes ta viande ou que tu fasses autre chose. Mais en ville, tu as plusieurs consommateurs. Donc, paradoxalement, c'est mieux de vivre en ville si tu veux de la viande de boucherie de grands C'est animaux, plus mais de la facile viande d'avoir une fraîche. chambre froide, par exemple. Ouais, mais ça, c'est avant les chambres froides, là. Une chambre froide OK. à l'époque, là, tu sais, c'est genre, tu creuses un trou dans le sol, tu le recouvres, puis c'est ça ta chambre Mhm. froide, là. Voilà. Donc, on parle de 1700 quelque chose ici, là. OK, OK, OK. Et à l'époque, justement, les bouchers sont intéressés. Ils réussissent à vendre la viande, ils réussissent à vendre le cuir. Peut-être une partie du reste aux fabricants de colle, mais bon, tu as juste besoin d'une certaine quantité de colle, fait que tu as énormément de gaspillage. Et On aussi, faisait pas encore de la moulée à chien avec les restes, ou des hot tu prends dogs. le mon punch, toi, là. On va on va y venir, là. Des Donc, bons hot dogs. voilà, exactement. Donc, ce que je m'excuse pour les gens qui sont à l'audio, là, mais bon, vous avez une image ici, je pense que ça a été peint genre 1500, là. Ce que je dis, l'offre devait se déplacer d'elle-même. Donc, tu n'as pas, Mmh. t'as pas de camion, tu n'as pas de train. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut que tu amènes tes animaux en ville. Engage des cowboys.
Ça, les cowboys, on va y venir, mais le problème, c'est que si tu fais voyager tes animaux trop longtemps, ils perdent du poids, ils arrivent, ils sont Ils de moins bonne maigrissent. qualité. Fait que même si tu peux amener des animaux sur certaines distances, la qualité n'est pas terrible au bout. Donc, mais il faut quand même que l'offre se déplace d'elle-même, voilà. Ça fait pas une viande tendre de marcher 40 kilomètres avant son abattage. Non, 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 et habituellement, souvent, non. ils marchaient plus que ça. Donc, justement, aux États-Unis, tu avais au début du 19e siècle, tu as des porcs qui sont élevés dans le Midwest. Et moi, ce que je savais pas, c'est que ils- qu'on puisse amener des vaches ou des moutons ou des chèvres, historiquement, ça va. Tu sais, c'est des animaux qui suivent le leader, le berger devient le leader, puis ça les suit. Mais ce que j'ai découvert, enfin, maintenant, il y a peut-être 20 ans, je ne le savais pas, c'est que tu pouvais genre amener 5000 cochons à pied de l'Ohio jusqu'à Baltimore, puis tu leur faisais traverser les Appalaches. Fait qu'à l'époque, ce qui arrive, il y a des races qui sont développées, non pas nécessairement pour la qualité de la viande, là, mais pour le fait que les cochons puissent marcher longtemps. Et Endurance. la race la plus connue, c'est ça s'appelle Poland China. J'ai essayé de découvrir la traduction française, j'en ai pas trouvé. Je faisais la joke avec ma femme. Bon, tu vois, tu as une photo qui date un peu à gauche, puis ça a l'air qu'à droite aussi, c'est un Poland China. Fait qu'il n'y a pas juste les humains qui sont plus dodus aujourd'hui, là, tu as même les Poland China mais c'est ça, sauf que, évidemment, tu fais marcher tes cochons de l'Ohio jusqu'à Baltimore, puis ils arrivent à être fatigués, la viande n'est pas bonne, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans les villes? Ben, ça a l'air que les entrepreneurs ont encore une fois jamais eu besoin de leur varidelle pour leur dire que l'économie circulaire, ça a du bon sens. Donc, laissez-moi vous introduire au clos d'équarrissage de Montfaucon à Paris en 1827. Qu'est-ce que tu as à Paris à l'époque? Tu as beaucoup de chevaux qui sont utilisés pour le travail. Mais évidemment, les vieilles picouilles, à un moment donné, ben, il faut que tu t'en débarrasses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient à des endroits comme à Montfaucon, ici, où les chevaux vont être mis à mort et certaines choses vont arriver. Donc, pour ceux qui ne voient pas l'image, tu as 15 000 carcasses par année, puis note, on perçoit les restes de cadavres de chevaux, les peaux de chiens cloués sur les murs et les tendons en train de sécher. Et ça, c'est apparemment à côté d'une usine de poudrette. Si vous ne savez pas c'est quoi la poudrette, c'est que avant que les égouts soient développés, les humains faisaient leurs besoins. Et tu ne te débarrassais pas à l'époque des excréments humains avec de l'eau, mais des gens les ramassaient, puis les amenaient à côté de Montfaucon pour fabriquer des engrais. Donc, tu as une usine, tu as un coin où tu as genre 15 000 carcasses de chevaux qui pourrissent par année, puis à côté, tu as une usine de poudrette. Là. Fait que Quand on dit aux gens que le plus pauvre des années 2025 vit comme un roi dans les années 1700, là, c'est des affaires de même qu'on veut dire. Là. Exactement. Fait que si tu vas aller à l'image suivante, qu'est-ce qui se passe à Montfaucon? Ben, écoute, ils se rendent compte que là, tu peux transformer tes déchets en source de revenus. Donc, une fois le cheval est mort, on récupère sa peau qui est destinée au tanneur, son crin pour les bourreliers et les tapissiers. Donc, les matelas à l'époque, c'est fait avec des crins de chevaux. Les sabots pour le cornetier ou l'artisan de la colle. La graisse est envoyée par les hongroyeurs et les bourreliers. Je ne sais pas de quoi. Je suis pas trop sûr de ce que ça veut dire, mais quand même. Je vais te chercher ça. OK. Les muscles peuvent alimenter les animaux, donc les chiens, les bêtes des ménageries. C'était des petits zoos à l'époque. Là. Une fois séchés et broyés, ils peuvent être utilisés comme engrais, comme le sang d'ailleurs, qui est par ailleurs envoyé au raffinage du sucre. On tire du traitement des boyaux et des tendons des liens très solides. Les os, quant à eux, sont très recherchés par les artisans de l'os. Mais les deux choses qui rendent Montfaucon bien connu à l'époque, jusque dans les Amériques, c'est qu'ils font deux choses. D'abord, la viande qui est trop avariée pour faire quoi que ce soit, ils l'empilent, ils en font des gros tops. Ça a l'air que tu as beaucoup de mouches à l'époque, comme tu peux t'en douter. Fait que, qu'est-ce que font les mouches? Ben, elles pondent leurs œufs dans la viande pourrie et il y a des asticots qui sortent et les asticots sont ramassés puis sont vendus soit à des pêcheurs ou à des gens qui s'en servent pour nourrir des poulets ou des faisans. Puis ça a l'air surtout des faisans. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y a Juste une... à dire, un Oui, hongroyeur, oui. puis qui utilisait les graisses, lui, dans le fond, c'est un artisan qui gratte, nettoie, assouplit et teint certaines peaux. Fait que ça doit être dans le bout de l'assouplissement, là, donc OK, de d'accord. ramener une souplesse au cuir. Et de l'autre côté, ton bourrelier est un artisan du cuir spécialisé dans la fabrication, la réparation et l'entretien du matériel pour chevaux, attelage de bêtes de somme. Ah, Donc encore là, ça doit être pour avoir un cuir un peu plus tendre, là, OK. avec certaines graisses. Bon, excellent. Mais tu vois, il y a une entreprise. OK, ben merci. Moi, Non, non, ouais, je m'occupe de contribue. mes gants de baseball comme du monde, fait que je sais un peu Ah, ce que tu c'est veux dire mon par Dieu, là. tu voles mon punch, toi, là, on va y venir, là. OK. Mais J'ai mes graisses et mes huiles. ouais, c'est ça. Mais ce que vous voyez pas là-dessus, puis ce qui vraiment rend Montfaucon connu à l'époque, c'est que tu as un entrepreneur qui construit une espèce de gros enclos en briques.
puis tu as genre 2 ou 3 portes parce que non seulement tu as un problème de mouches à l'époque, mais tu as aussi un problème de rats. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ouvrent les portes à chaque nuit, les rats viennent, mangent la viande pourrie, commencent à nettoyer les eaux. Puis à un moment donné, quand les eaux sont suffisamment nettoyées, ils décident une nuit, ils ouvrent les portes le matin, ils les ferment pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des espèces de trous dans les murs, des espèces d'ouvertures, qui sont juste assez grandes pour que le rat aille se cacher, mais sa queue sort. Fait qu'il y a des gens qui vont dans l'enclos avec des grands sacs, ramassent les rats à partir de la queue. Puis ça a l'air que la peau de rat, c'est le matériau principal pour faire des gants. Fait que l'industrie des gants de Paris est souvent alimentée avec les peaux de rats de Montfaucon. Attends un peu, là. Il Ouais, trapait des rats avec ça une fait des rats. cochonnerie de Aïe, aïe. Fait que je dis ça, je dis rien, là, mais tu vois, il n'y avait pas besoin de l'or Ridel pour se faire dire de faire de l'économie circulaire. Ça commence à être circulaire pas pire en maudit, là, de Voilà. faire des gants avec des rats, là. Bon, ça, je voulais juste, c'était juste pour tanner Vincent ici, là. À chaque fois que j'ai un petit contrat, je m'achète des trucs absolument pas nécessaires. Donc, vous avez ici un truc en plexiglas où tu as des éléments chimiques et tu as plusieurs éléments à l'intérieur. Mais moi, c'est les 2 médailles vraiment que je voulais taquiner Vincent avec ça. Je vous ai dit dans mon épisode sur les plastiques qu'il s'est formé, qu'il y a des entrepreneurs à Paris qui ont fait du bois durci. Donc, c'est une combinaison de sang animal et puis de brin de scie. Fait que dans ce cas-là, ils réussissent à sortir la protéine du sang, combinent ça avec du brin de bois d'ébène et je me suis acheté 2 médailles ici. Fait que ça a été si tu veux aller à l'image suivante, c'était juste pour Ça sont fabriqués dans le produit que tu dis? en Oh, 1860, en bois durci, avant que les plastiques arrivent. Et c'est John Bright et Richard Cobden. C'est pour célébrer le triomphe du libre-échange en Grande-Bretagne. Wow. Fait que c'est l'Anti-Corn Law League. Fait qu'ils ont fait des médailles pour célébrer ça là, en 1860. Et je pense que Vincent vous en a parlé à un moment donné. Je ne sais mhm. plus si c'est Bright ou Cobden qui admirait, là, mais tu vois, Vincent, là, il en fabrique plus beaucoup depuis 1860. Il y en a une que j'ai achetée en Australie, une autre en France. Et ça ne vient pas souvent sur le marché, là. Non, c'est ça, c'est plus rare quand même. Mais j'allais dire pour Vincent, là, je blaguais bon, tu vois, je devrais peut-être pas le dire, mais je blaguais avec ma femme, on doit réécrire nos testaments un jour, mais ma femme est d'accord que s'il m'arrive quelque chose, Vincent va hériter des médailles, là. C'était juste ma façon de l'annoncer, de faire, de se battre dans les médias québécois comme il le fait, là, voilà. OK, mais bon, ça fait que tu as Paris où tu as de l'économie circulaire, mais tu as aussi Cincinnati en Ohio qui va vraiment jouer un rôle important là-dedans. Donc, je vous disais qu'il se produit beaucoup de cochons en Ohio, c'est parce que tu as beaucoup de maïs qui est produit là. Puis transporter le maïs, c'est compliqué, fait que c'est plus simple de faire du cochon, puis de le faire marcher jusqu'à Baltimore. Mais évidemment, les gens se rendent compte à un moment donné que, bon, Ils connaissaient tu peux pas faire autre chose. l'éthanol, eux, dans ce temps-là. Ben voilà, exactement. Fait que Cincinnati, c'est plein de cochons. Si tu vas aller à l'image suivante, mais Cincinnati, c'est également sur la rivière Ohio qui est connectée au Mississippi, qui est bon, tout le système de rivières au cœur des États-Unis. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont un autre avantage, ils sont pas loin de Syracuse, dans l'État de New York, puis d'autres endroits où tu as des mines de sel importantes. Hmm. Fait que les gens convertissent leur maïs en Oh. cochon. Si tu vas aller à l'image suivante, Bacon! et porc salé, c'est ça. Je ne l'ai pas traduit ici parce que je ne faisais pas confiance à ce que Google Translate m'a donné, là. Tu vois, en anglais, les Américains utilisent souvent l'expression pork barrel. Et ça, c'est parce que la viande de cochon, quand tu la mets dans le sel, ça goûte bon. Enfin, on apprécie le cochon salé. Apparemment, le bœuf salé, puis surtout le mouton salé, puis l'agneau salé, c'est pas vergeux. Fait qu'ils se spécialisent dans le cochon, ils en envoient partout. Dans le bassin de l'Ohio, ça descend jusqu'à Nouvelle-Orléans, ils en envoient dans les Caraïbes, mais ça se retrouve aussi sur la côte Est. Et ça a l'air que les premiers camps de bûcherons dans l'Outaouais aussi vont acheter leur porc à Cincinnati, là, juste pour dire à quel point c'est gros. Hmm. Fait que tu as différentes qualités. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, on peut Je dis passer. bacon, mais il y a évidemment tous les jambons qui ont été développés. Puis c'est Le Exactement. jambon, le lard salé, les oreilles de Chris, hein, ouais, donc. On est dedans, là. J'ai faim. Voilà. J'ai faim. Mais ce qui arrive, c'est ça à Cincinnati, c'est qu'ils vont développer beaucoup de machines pour, justement, plutôt que de tuer les choses de façon primitive, comme tu voyais sur l'image de l'encyclopédie auparavant, ils développent, dans le fond, la chaîne de démontage. J'en ai déjà parlé, là, mais ils développent des machines qui opèrent à vapeur. Ils réussissent vraiment à rendre le processus
beaucoup plus efficace. Et comme je vous l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, c'est ce qui Fait que va tu veux inspirer dire que la chute de sans aucune réglementation, ils humanisent un peu plus oui, la production en se disant: «Il me semble que c'est pas si humain que ça, un coup de masse dans le front, là, il doit y avoir exactement. moyen de faire un peu mieux». Un peu mieux, voilà. Et mais qu'est-ce qui se passe à Cincinnati? Ben, si tu fais aller donc, tu tues beaucoup de cochons, mais évidemment, tu as beaucoup de portions du porc qui sont pas très valables ou qui peuvent pas vraiment, tu sais, le cuir de cochon, là, c'est pas terrible pour faire des manteaux. Il y a une raison pour lesquelles, tu en vois pas. Donc tu as beaucoup de déchets qui sont produits, mais évidemment, tu as des entrepreneurs qui vont réussir à développer, que ce soit le gras ou d'autres parties du cochon, ils vont réussir à transformer ça en toutes sortes de produits. Et l'entreprise de Cincinnati que vous connaissez peut-être, qui doit ses origines à ça, c'est, Procter& Gamble. Le Donc business a changé un peu depuis, hein? oui, oui, mais tu vois, eux, à l'origine, ils font du savon, ils font des chandelles, ils font des trucs comme ça, OK. mais c'est la raison pour laquelle ils sont à Cincinnati. Puis là, tu en as une autre aussi, là, de l'huile pour tes salades, bon, toutes sortes de graisses et plus de choses, là, qui sont faites. Donc rien ne se perd à partir du cochon, là. Encore une fois, ils n'ont pas eu besoin de leur varidelle pour se faire dire de faire de l'économie circulaire, là. Bon, le problème, évidemment, c'est que quand tu fais marcher tes animaux, comme je vous le disais, comme tu le disais, Yann, ils perdent du poids, Ouais. la viande est plus rough. Fait qu'à un moment donné, le chemin de fer se développe. Puis, non seulement ça résout ce problème-là, mais un autre problème que tu avais, c'est que quand tes animaux se promènent, ben, ils vont se nourrir en chemin. Puis, si tu as des fermiers, ils ne sont pas trop contents non plus. Fait que de mettre les animaux sur le chemin de fer, ben, ça améliore la qualité de la viande parce qu'ils arrivent à destination beaucoup plus vite. Puis ils ne font pas de dommages le long de la route. Donc, on commence à mettre des animaux sur des trains pour leur faire voyager de plus longues distances. Ça aussi, Oui, c'est un petit peu plus humain quand on y pense. ouais, mais tu Tout vois, ça grâce au charbon, là. non. Fait qu'une autre chose, pour en revenir au podcast, évidemment, ils se plaignent que les vaches de transformation doivent passer 8 ou 10 heures dans un camion, ce qui évidemment n'est pas terrible, mais il faut voir c'était quoi avant aussi. Fait que je vous parlais de la peste bovine. Il y a beaucoup d'animaux qui sont perdus en Grande-Bretagne. Et comme je vous disais, la peste bovine s'est jamais vraiment établie en Amérique du Nord. Et l'Ontario commence à se spécialiser dans la production de bœuf de boucherie. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e siècle, quand les techniques de réfrigération ne sont pas encore terribles? Il y a beaucoup de bœuf d'Ontario qui est mis sur un train, qui est envoyé à Montréal jusqu'à temps que le port ferme. Puis, quand le port est fermé à cause de la glace, ils peuvent les envoyer à Halifax. Ils les mettent sur un bateau, puis ils les envoient vivants en Grande-Bretagne. Fait que tu passes, je ne sais pas combien d'heures sur le train, 2 semaines en mer, puis je présume qu'une vache a le mal de mer, là, je peux me tromper, là. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus, mais ici, c'est Hey, un ça doit épisode. sentir le yum sur le bateau, on Ben, s'entend. j'allais dire, Ouais. c'est ça, là. Fait que je présume qu'ils vomissent en plus de faire leurs besoins, là. Fait que Ian McLennan, c'était le géographe économique. Ben, il est toujours vivant, là, mais il est retraité à l'Université de Lethbridge. C'est lui le grand spécialiste de l'histoire du bœuf au Canada, là, dans mon petit domaine. Non, parce que je connais quelqu'un qui a fait de l'après sinistre, là. Ouais. Et parce qu'on pense toujours au résidentiel, mais le gros de la business de plusieurs personnes qui sont là-dedans, c'est l'agricole, là. Non. Donc, tu sais, quand il y a, mettons, un troupeau de vaches, justement, ils ont eu des maladies, puis tout ça, ça prend quelqu'un pour venir ramasser, là. Écoute, Et semble-t-il que c'est pas loin d'être en scaphandre, là, qui arrive, là. Donc, j'ose pas imaginer. hey Frank, cet été, il y a eu un. Tu sais, les trucks de Sanimax. Sanimax, c'est de Mhm. l'économie circulaire, là. Ils pognent tous les Ouais. restants, Ben, puis ils font. d'ailleurs, ce sont des Oui, exploiteurs selon une vidéo, là, selon le Ah oui? podcast. Ouais, ouais, ouais. exact. Il y a eu un problème sur l'autoroute avec un truck qui s'est déversé sur l'autoroute 20 cet été. C'était dégueulasse. Mm. Mais genre, dégueulasse. Moi, j'étais dans le bouchon de circulation, puis heureusement, il ventait dans mon dos vers le char. Fait que c'était comme. J'ai eu la senteur juste quand j'ai dépassé le truck, là. Asti, man, c'était affreux. Fait que là, je m'imaginais les gens qui étaient dans le bouchon de circulation de l'autre sens pendant Ouais, 1 heure de temps. C'est sûr qu'il y a du ouais, monde qui aurait arrêté de vomir sur le bord du chemin, là. C'était j'en doute affreux, pas. là. Frank, peux-tu juste revenir à l'image Oui. précédente, s'il te plaît? Je voulais juste lire la citation. Donc, une fois qu'ils ont passé leur temps sur le train de l'Ontario à Montréal, ensuite Montréal, c'est un navire à vapeur jusqu'en Grande-Bretagne, les bovins étaient émaciés après 2 semaines ou plus à bord d'un navire et il était normal de nourrir le bétail importé pendant plusieurs mois pour le faire reprendre du poids avant la commercialisation et l'abattage. Donc, Il fallait qu'ils reprennent forme, dans le fond. exactement. Fait que, tu sais, t'as beau dire que 8 heures de truck, c'est pas terrible, là, c'est vrai, mais bon, faut voir ce que ça a déjà été aussi, là.
OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Ben, Cincinnati a un problème pendant la guerre civile parce que la plupart de leurs marchés, comme je vous disais, même s'ils vendent en Nouvelle-Angleterre ou dans l'Outaouais, la plupart de leurs marchés sont dans le sud. Donc, pendant la guerre civile, évidemment, ils perdent leur marché. Et les gens qui vont prendre leur place parce qu'ils vont bénéficier de l'arrivée du chemin de fer, c'est des producteurs de Chicago. Donc, Cincinnati n'avait pas nécessairement un monopole, mais Chicago s'est beaucoup développé à l'époque. Et si tu veux, c'est le point de transit normal du système ferroviaire dans le nord des États-Unis. Fait que à Chicago, à partir de ce moment-là, ben, tu peux faire venir du bétail d'un peu partout, puis d'une façon beaucoup plus facile et plus économique qu'à Cincinnati. Fait que Chicago va prendre le dessus par rapport à Cincinnati. Si tu vas à l'image suivante. Donc, justement, tu parlais des cowboys, en fait. L'appropriation culturelle, la culture de cowboy aux États-Unis, ça s'est beaucoup French inspiré. Brand. Excellent. Appropriation Non, non, culturelle. la culture de cowboy aux États-Unis, ça s'est en fait beaucoup inspiré de la culture espagnole. Et ce que tu as dans le OK. sud, ce que tu as dans les vaqueros, là, notamment, et ce que tu as dans le sud des États-Unis, c'est des vaches qui ont été amenées par les Espagnols, donc les Texas Longhorn. C'est genre 85% Taurus puis 15% Indicus. C'est ça, c'est Indicus parce que quand les Arabes ont envahi l'Espagne, ils ont amené des vaches, entre guillemets, indiennes là, en Espagne. Fait que ça a créé une race qui est très résistante aux maladies, qui peut vivre dans des conditions plus difficiles dans le sud, mais aussi comme les vaches hongroises, ils ont tendance à transporter des maladies. Fait qu'est-ce qui arrive pendant la guerre civile? Les Longhorns sont genre abandonnés, ils se multiplient parce qu'ils réussissent à... Apparemment, un mâle Longhorn peut tuer un loup, là. Fait qu'en tout cas, ils réussissent à s'adapter, puis tout ça. Fait que c'est là que les cowboys arrivent, commencent à les ramasser, puis les amènent vers le nord, jusque dans des villes où tu as des points de chemin de fer qui ensuite vont les amener à Chicago. Et ensuite, l'animal vivant va être envoyé éventuellement à New York, à Boston ou ailleurs. Mais ça va durer juste à peu près 20 ans parce qu'encore une fois, la qualité de l'animal n'est pas terrible là, quand il arrive au bout de son voyage. Puis, comme les vaches hongroises, les Longhorns sont résistants aux maladies, mais les transmettent aux autres vaches qui sont des races un peu plus nordiques. Fait que, si tu veux continuer. Donc, qu'est-ce qui arrive à Chicago? Tu as plusieurs producteurs à travers la ville, mais en 1865, ils décident de se concentrer tous au même endroit où les chemins de fer arrivent. Et ça va être ce qu'on va appeler les Union Stockyard. Là, ça va être ouvert de 1865 à 1971. Fait qu'à chaque jour, tu as des vaches qui arrivent de partout aux États-Unis, dans l'Ouest. Et au début, les vaches sont envoyées vivantes à New York, à Boston, puis ailleurs. Donc, si tu vas aller à l'image suivante. Fait que ça, bon, tu vois, tu peux imaginer l'odeur, là, justement, Yann. Là. Ça arrive à tous les jours, tu as les encans, là, fait que... Mais ce qui est intéressant avec Chicago, c'est que les gens vont parler du beef trust, mais toutes les compagnies font de l'abattage, non seulement de bœuf, mais aussi de cochon, de mouton. Là, puis... Mais qu'est-ce qui arrive? Tu réussis à développer un gros système où tu as un approvisionnement continu à l'année, et ce qui te permet justement d'investir beaucoup dans tes installations, parce que ça te permet de réduire les coûts fixes. Plus tu as de Ouais, volume... mais la complexité de tout ça, Pierre, c'est Ah, c'est phénoménal. Je veux phénoménal. dire. Ouais, ben, Aujourd'hui, on fait ça avec des méthodes logistiques modernes, puis ouais. du camionnage, ainsi de suite. Mais je veux dire, de penser qu'ils étaient capables de faire ça sans ces outils-là à l'époque, c'est débile, pareil. La seule raison pour laquelle ils sont capables, c'est que le télégramme a été inventé. Et ça a l'air qu'ils dépensent des sommes phénoménales en télégramme pour OK? coordonner tout ça. Et- Ça n'aurait pas été possible sans télégramme. Donc, tu as 5 compagnies qui vont émerger. Tu as Swift, Morris, Wilson, puis Armour, là, coup d'œil aussi. Bon, moi, mon préféré là-dedans, c'est Swift, si tu veux aller à l'image suivante. Ça, c'est Taylor Swift, ça? C'est le papa à Taylor? Non? Il y a beaucoup de gens qui croient ça, en fait, mais pas. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Il y a des gens qui ont parti à la rumeur. C'est incroyable. Non, non, écoute, j'ai vu ça par hasard. J'ai pas pensé moi-même à chercher Taylor OK, Swift. OK. Mais j'ai vu Gustave Swift et puis à un moment donné, tu sais, je fais une recherche. Oh, est-ce que Ouais, Taylor quand même Swift... un nom commun, quand même. Là. Voilà, c'est ça. Et Ouais, bon, mais c'était une chanteuse country, là, Taylor. Là, tu sais, non, non, mais son père est riche. c'est cool dans les veines. Oui, non, non, ben, son père est riche aussi, fait qu'il pensait que c'était des descendants de la famille Swift, là, d'après ce que j'ai vu. Mais ça a l'air que c'est pas vrai. Bon. Bon. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Swift, son surnom, c'est The Yankees of the Yard, parce qu'à l'origine, il vient de Cape Cod, près de Boston. Mais mais il vient d'une famille qui est dans la boucherie depuis une couple de générations. Mais il se rend compte, comme beaucoup de gens à l'époque, que si tu veux lancer une grande entreprise là-dedans, il faut que tu ailles à Chicago. Fait que, part à Chicago, puis lui, ce qu'il va réaliser, c'est que justement, quand tu envoies ton bœuf vivant à New York,
tu as 2 problèmes. D'abord, le voyage en train les magane beaucoup. Les animaux qui arrivent de Chicago ont mauvaise réputation parce qu'ils ont voyagé longtemps. Puis les gens, les bouchers à New York sont pas très bons pour, faire autre chose avec, les déchets. Donc encore une fois, tu as un marché pour le cuir, tu as un marché pour, la viande. Une partie va être vendue aux fabricants de colle, mais bon, il y a encore beaucoup de gaspillage. Fait que ce que Swift va développer, ça va être le premier wagon réfrigéré. Fait que ce qu'il va faire, lui, il va envoyer les carcasses, mais il va garder tout le reste à Chicago, puis il va essayer de développer des sous-produits avec ça. Donc, c'est pas le seul qui va faire ça, mais ça va être le premier à essayer de faire quelque chose à une plus grande échelle que ce qui existait auparavant. Puis, il va inspirer les autres. Donc, si tu veux, à l'image suivante. Quand tu dis camion réfrigéré, c'est qu'envoyer les carcasses dans un Les camion. carcasses dans des wagons comme ça pour le chemin de fer. Donc, vous voyez que la glace naturelle est sur le haut du wagon parce que le froid descend, la chaleur remonte. OK. Donc, si tu veux. Donc, ça, les produits à haute valeur ajoutée sont livrés au marché finaux. Fait que ça te permet d'envoyer plus de viande, tu obtiens un meilleur prix Hmm. et puis tu réussis à garder les sous-produits à Chicago puis à les transformer en autre chose. Parce que plus tu en accumules, ben, plus tu peux investir dans le développement de nouvelles choses et plus tu as des économies d'échelle. Donc, Swift va être le pionnier, mais il y en a une couple d'autres qui vont le copier pas mal vite aussi. Fait que déjà là, on commence à comprendre. C'est ça qui est le fun dans ce que tu fais, c'est que comme tu fais l'histoire de la construction de l'industrie, Mhm. on commence à comprendre que tu as besoin de concentrer certaines ressources à certains endroits Voilà, pour être capable d'avoir une expertise. C'est exactement. carrément ça. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas n'importe qui est capable de faire de quoi qui a une valeur ajoutée avec des restants de carcasse. Là. Exactement. Puis surtout si tu n'en as pas beaucoup. Et- Puis tu n'en as pas à l'année. Donc, ça, je l'ai C'est fait pour bizarre, toi, mais Yann. j'étais sûr que tu allais avoir ça. Ben, écoute, tu l'as mentionné, justement. Est-ce que c'est le passage sur François Legault, ça? ou- Fait que, comme je te le disais dans un autre épisode, Rocky, ça a été filmé dans un moment où justement les carcasses commencent à diminuer pas mal en termes de volume de viande qui est acheminé vers les marchés de l'Est. Là, on va discuter pourquoi. Mais ça c'est une petite fleur que j'ai envoyée à Yann, puis j'en ai une autre. L'attendrisseur réputé. Voilà. Rocky On Balboa. est rendu où à peu près parce qu'il faut Oh, passer à Patreon éventuellement. OK, mais je sais pas. Là. Écoute, si tu veux passer à... donne-moi encore 5-10 minutes et puis OK, parfait. on va. OK. Donc, évidemment, rien ne se perd. Là, dans le. Dans le podcast, un producteur québécois qui dit moi, j'ai été dans des grands abattoirs, puis tu sais, la seule chose qui perd d'un animal, il dit non, le respire. Bon, à l'époque, il disait le bruit, là, quand everything is lost, everything is used, except le son que l'animal fait là, quand tu l'abats. Fait que ce que vous voyez ici, c'est justement avant que les plastiques arrivent, beaucoup de choses étaient faites en os d'animaux, puis éventuellement, bon, ils vont développer aussi toutes sortes de produits pharmaceutiques à partir d'organes. Qui était pas. Ben, moi, je me suis dit, bon, c'est le podcast d'Ian and Frank, il faut quand même que je parle des trucs les plus importants. Alors, si tu vas aller à l'image suivante. Ben Bon, oui. Wilson. Voilà, Wilson. Bon, Wilson, lui, Christy, j'ai pas allumé tantôt quand j'ai vu le nom de la business, mais c'est vrai. Là. ben, c'est vrai. Mais tu vois, Wilson, c'est que c'était le manager. La business à l'origine s'appelait Sulzberger, puis ensuite Sulzberger Son, mais c'était des immigrants allemands. Puis La meilleure utilisation du cuir possible. Ça. Pour ceux qui ne le voient pas, Yann, veux-tu décrire ce que c'est? Là, c'est ça. Des balles de baseball, des mythes de catcheur, de l'équipement. C'est parfait. C'est une bonne utilisation du cuir, je trouve. Exactement. Sauf que Wilson, c'est ça, lui, c'est le manager de Sulzberger. Puis Sulzberger, pendant la Première Guerre mondiale, les gens les trouvent qu'ils sont trop sympathiques aux Allemands. Fait que ils vont changer le nom à Wilson, qui est le nom du manager à l'époque. Mais c'est lui, surtout, ça a l'air qui va développer les produits entre guillemets, pour le sport. La relation d'amour du baseball et du cuir est phénoménale. D'ailleurs, Wilson est encore une des 2 meilleures compagnies de fabrication de gants de baseball. Donc, tu vois. C'est le cuir qui est utilisé par Wilson, c'est un des tops de l'industrie. L'autre compagnie, c'est Rawlings. Mhm. Il y a toutes sortes d'autres compagnies, mais ils n'arrivent généralement pas à leur niveau en termes de Ouais, consistance. Yann, je savais que j'allais t'en lancer une facile. Là, fait que tu pourrais bâtir, tu pourrais frapper un coup de circuit avec ça. Là. Mais c'est le fun de voir des compagnies des années 1800 et 1900 être encore debout aujourd'hui, puis être encore en train de fabriquer, pas nécessairement les mêmes produits, Mhm. mais d'avoir persisté dans le temps. Parce que c'est dur de persister dans le temps pour une entreprise. Hein. Oui, sauf que, enfin, je ne sais pas si c'est surtout la marque qui existe maintenant. Je suis sûr que ça a été racheté par Probablement. quelqu'un d'autre. Là, mais tu vois, Yann, tu avais déjà anticipé ici ce que les gens disaient à l'époque. La seule façon dont tu peux réussir à faire créer ce qu'aujourd'hui on appellerait une économie circulaire, c'est qu'il faut que ton processus soit centralisé. Il faut que tes intrants arrivent à l'année. Il faut que tu puisses développer des économies
économie d'échelle. Et tu pourrais jamais arriver à faire ça si tu avais plusieurs petits abattoirs répartis sur le territoire. Oui, puis Hum. l'expertise, les gens ont de la misère à le comprendre, là, mais l'expertise, ça se développe et ça se perd rapidement. Mhm. La seule façon de maintenir une expertise, c'est de le concentrer tous au même endroit. Tu sais, pourquoi dans le coin de Canada, à une époque, on est aussi bon en termes de technologie de l'information au Canada? Pourquoi même il y a des compagnies actuelles qui sont des produits de divers employés qui étaient à Canada à l'époque ou dans le coin d'Ottawa? Mhm. Ben, c'est parce qu'il y avait une grosse business dans ce temps-là qui était là. Puis elle a fait faillite, cette compagnie-là, le Ouais. Nortel. Là. Mais les gens qui travaillaient chez Nortel à l'époque, ils ont trouvé d'autres jobs par après. Ouais, puis ils sont partis de leur business et puis c'est un truc, c'est ce que j'enseigne dans mon cours de deuxième année de géographie économique. C'est pour ça que tu observes toujours historiquement. Tu as beaucoup de producteurs de violons qui sont concentrés dans une petite ville en Italie qui s'appelle Cremona. Puis d'habitude, je monte une vidéo là-dessus, mais c'est ça, tu as souvent ces concentrations d'entreprises là, géographiquement. Mais on va aller un peu vite là, parce que je vois Frank là, qui fait des vidéos. Là. Ah, mais on a du temps à masse, c'est juste qu'on va le finir dans Mais non, on va le finir dans le Patreon. Ouais, mais je vais je essayer. connais Pierre, il veut arriver à un point. Oui, je vais arriver à un point logique. Là, pour faire. Parfait. Ben, à l'origine, c'est ça. C'est que tu as plusieurs petites entreprises satellitaires autour des grandes, mais éventuellement, les grandes vont les acheter puis vont créer, vont créer des entreprises beaucoup plus intégrées verticalement. Et c'est là, justement, qu'on va en arriver à pourquoi l'industrie est aussi peu populaire. Donc, si tu veux aller au truc suivant. Donc, il commence à déranger bien du monde parce que qu'est-ce qui arrive? Évidemment, les petits bouchers ne sont pas capables de compétitionner parce que les grandes entreprises, comme Cargill aujourd'hui, puis c'est le même phénomène, sont capables, quand ils vont à l'encan, de payer plus cher pour les animaux et ils vendent leur viande moins cher que les petits bouchers parce qu'ils font leur argent avec les sous-produits, ce qu'un petit établissement ne peut jamais faire. Donc, paradoxalement, les gens qui commencent à les haïr le plus au début, c'est les Allemands. Donc, on parle avant la Première Guerre mondiale. Les Allemands, ça mange beaucoup de porc salé, comme vous le savez. Mais même s'ils produisent leur propre porc, même s'ils abattent en Allemagne, ils ne sont pas capables de compétitionner avec les prix de Chicago parce qu'ils ne sont pas bons pour développer des sous-produits. Fait qu'ils commencent à inventer des histoires, comme tu le vois souvent par la suite, de dire ah, le porc américain, il y a toutes sortes de produits dangereux. Vous avez, il y a des vers là, qui nous rendent malades, et puis ils utilisent des produits chimiques qu'on ne connaît pas. Fait que c'est un article ici, là. Public Health or Protectionism, The German-American Pork War, 1880-1891. Mais ça, c'est important parce que. Ça n'a jamais été fait au Québec dans l'époque moderne. Ça. Ben voyons, jamais. Non, mais c'est important parce qu'à partir de ce moment-là, les abattoirs de Chicago ouvrent leurs portes. Ils disent, ben, écoutez, venez nous visiter. Et ils font même du lobby auprès du gouvernement fédéral pour avoir des inspecteurs qui sont là en permanence. Donc, l'industrie est remarquablement transparente. Parce que justement. Une inspection volontaire, c'est-à-dire, non, on va vous montrer qu'on est bon. Exactement. Fait que, et ça existe déjà. Fait que si tu veux aller à l'image suivante. Alors, mais qu'est-ce qui va arriver au début du 20e siècle? Et c'est là que je voulais couper, mais c'est peut-être. Je vais juste la mentionner, puis on continuera par la suite. Ce qui va arriver, c'est que tu as tout un lobby, justement, de petites entreprises et de petits abattoirs qui vont mener une guerre déclarée aux grands abattoirs de Chicago parce que, justement, ils perdent leur job. Les petits bouchers ne sont pas capables de compétitionner, ils ne sont pas capables d'acheter la viande à un prix comparable aux gros. Tu avais beaucoup d'intermédiaires entre les ranchers puis les bouchers, historiquement. Swift, Armour, puis d'autres décident, on n'a pas besoin de ces gens-là, on peut aller acheter directement. Et oui, c'est ça. Puis au début, Swift et les autres commencent à avoir leur propre point de vente pour vendre leur viande. Donc, tu vas acheter de la viande chez Swift, tu as un comptoir Swift. Fait qu'évidemment, les supermarchés de l'époque où les gens qui vendent ont peur, comme tout, que des meat packers envahissent leur domaine parce qu'ils ont déjà des grands réfrigérateurs, ils sont mieux équipés, ils ont une bien meilleure logistique que toutes ces entreprises-là. Fait que tout le monde se met ensemble, si tu veux, pour dire que c'est épouvantable. Alors, ils commencent à avoir des campagnes organisées. Puis l'avantage qu'ils ont, c'est que tu as des petits abattoirs partout aux États-Unis. Puis les 5 grands sont concentrés à Chicago. Fait qu'évidemment, quand tu comprends la politique, c'est beaucoup plus facile de ramasser des politiciens pour aller te défendre contre ces gens-là. Fait qu'évidemment. Parce que les seuls politiciens qui sont touchés par les grands, c'est ceux de Chicago. C'est ceux de l'Illinois, justement. C'est ça. Fait que tu commences à avoir toutes sortes de campagnes. Donc, tu vois les méchants produits chimiques ici. Et tu vois, ça fait des années que je vois l'image, mais c'est ma femme qui faisait remarquer ça hier quand j'ai montré. As-tu vu le chat? Non, j'avais jamais vu le chat. Je sais pas si tu vois le chat. À côté de The Other Eyes Down. Ah, ben oui, le chat noir. Le chat noir, la face qu'ils y ont donnée. Puis ma femme dit, tu sais qu'un chat,
On sent peut-être pas l'odorat d'un chien, mais quand même, tu vois la face du chat qui regarde les produits de Chicago. Là. Fait que ce qui va arriver, tout ce que les gens vont réussir à dire, les politiciens, c'est qu'ils ont un problème parce qu'ils disent que c'est des grands monopolistes et puis ils mettent les petits en faillite, ils abusent de leur situation. Alors que les gens de Chicago disent regardez, le prix diminue, le prix diminue, le prix diminue. Fait que tout ce que leurs opposants peuvent dire, c'est que ouais, mais le prix diminue pas aussi vite que ce que vous payez aux gens, aux Oui, parce fournisseurs. que s'il était réellement en situation de monopole, le prix augmenterait. Exactement. Fait que pendant genre 10 ou 15 ans, ils arrivent à rien, ils font toutes sortes de campagnes. Mais en 1906, c'est un journaliste socialiste, Upton Sinclair. Lui, c'est un red, là, c'est un vrai. Il va à Chicago, puis ce qu'il veut faire, lui, c'est écrire la grande nouvelle socialiste qui va convaincre les Américains de se débarrasser du capitalisme. Donc, apparemment, tout ce qu'il a fait, il a vécu là, genre, une couple de semaines. Il est allé dans un truc, il est allé visiter les grandes usines d'abattage, comme tous les autres touristes qui sont là et qui sont bienvenus. Il voit qu'il y a des inspecteurs fédéraux, mais il crée il crée un roman fictif où justement, qu'est-ce que tu retrouves dans la Chicago? Il ramasse les rats, il donne des primes aux employés pour attraper des chats et tout ça. Fait que, à partir de ce moment-là, avec un truc complètement fictif, la grande campagne contre les grands bouchers, les grandes entreprises de Chicago a du succès. Et tu as un président américain qui embarque là-dedans, Theodore Roosevelt, qui déteste les grandes entreprises de Chicago et qui fait du millage politique là-dessus, puis notamment de ses attorneys general. Sais-tu quoi? Il nous reste 2-3 images pour ça avant de passer à un autre sujet, fait que ça, on peut juste finir, Frank. Désolé. Donc, ce qui va arriver en 1920, c'est que c'est ça. L'Attorney General, à l'époque, a des ambitions politiques. Et c'est très facile de casser du sucre sur les grands abattoirs de Chicago parce que tout le monde préfère le petit joueur. Et puis, c'est exactement ce que tu vois dans le podcast au Québec, nos pauvres petits entrepreneurs qui souffrent et puis tout. Ça fait 120 ans que c'est comme ça. Ça fait 120 ans que c'est comme ça. Fait ils adoptent ce qu'ils appellent un consent decree qui va essentiellement menotter ce que peuvent faire les grandes entreprises de Chicago. Ils ne peuvent plus acheter un certain type d'entreprise, ils ne peuvent pas être aussi grands ils ne peuvent pas se développer comme ils veulent. Bon, sais-tu quoi, Frank, on va arrêter là. Avant de continuer un peu plus loin, ce qui va arriver, c'est que les entreprises de Chicago vont être menottées, si tu veux, puis éventuellement, ils ne réussiront pas à résister à la nouvelle compétition qui va être notamment Cargill puis d'autres. Mais ça, on va raconter ça de l'autre côté. Ouais, ils leur ont mis un sabot de Denver, finalement. Exactement. Même si on était à Chicago, c'est ça pareil. Exactement. Fait qu'on va passer à la partie Patreon. Donc, ceux qui ça intéresse, joignez-vous à nous à partir de 4$ par mois. Vous avez l'intégralité du podcast.